tous les quatre et merci d'avoir accepté donc l'invitation de la FHF et de l'adresse à participer à cette table ronde GHT Dialogue Social. Je fais un petit tour de table pour vous présenter. Sophie Léonfort, vous êtes directrice générale adjointe de l'hôpital Nord-Ouest, GHT Villefranche-sur-Saône. Guillaume Duchafaud, c'est vous. Vous êtes directeur général adjoint du CHU de Montpellier et vice-président de la commission des DRH de CHU. Yann Dubois, vous êtes directeur de l'établissement public de santé mentale de Quimper. Et enfin, Jean-Marie Vol, vous représentez les médecins. Vous êtes vice-président de la Conférence nationale des présidents de CME, de centres hospitaliers, et vous nous venez de Colmar. Les quatre coins de l'Hexagone sont représentés. Alors, 2 ans et demi après l'instauration des GHT, le dialogue social au sein des GHT, réalité ou fiction? Je pose la question d'abord à Guillaume Duchafaud. Alors, on va essayer de parler de dialogue social et GHT juste avant la pause déjeuner, ce qui est quand même pas l'exercice le plus facile. On a des missions Mais très néanmoins, difficiles à l'hôpital. Hein. Une petite réaction à ce que je viens d'entendre pour vous dire que je viens d'un établissement, le CHU de Montpellier, où le dialogue social est serein, riche. On discute de beaucoup de projets avant les instances. Donc ça peut expliquer certaines des positions que je vais sans doute prendre dans les minutes qui viennent. On a un groupement hospitalier de territoire chez nous qui compte 10 établissements, dont le CHU, donc voilà, des établissements dont certains sont très importants, très distants aussi les uns des autres. Là aussi, ça peut expliquer certaines choses. Sans doute un point surtout, c'est qu'il est difficile de parler, nous quatre, de 135 réalités qui sont celles des GHT, qui sont vraisemblablement très différentes les unes des autres en fonction de... Et qui n'avancent pas au même rythme d'ailleurs. Hein, qui n'avancent pas au même rythme en fonction des compétences qui ont été mises en commun, pas mises en commun, et sans doute que le droit à l'expérimentation qui est annoncé changera aussi les choses là-dessus. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, que dire sur le dialogue social dans les GHT ? D'abord, la fonction ressources humaines et le dialogue social, ça ne fait pas partie des premières thématiques qui ont été mises en commun dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. D'ailleurs, le GHT n'a pas la personnalité morale et il n'a pas d'instance pour faire du dialogue social. Alors on reparlera tout à l'heure de ce qui a déjà été évoqué dans la table ronde précédente, c'est le dialogue social, se fait-il dans les instances ou en dehors ? Je pense qu'on a tous... Ou dans les deux je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça se fait dans les deux. Mais il dépend clairement plus des projets que des instances. Néanmoins, tant qu'il n'y a pas de lieu de ce dialogue social formel, même s'il n'est pas que cela, aujourd'hui, c'est quand même compliqué de porter un dialogue social commun sur les établissements d'un territoire, parce que c'est aussi une culture qui est une culture d'établissement, c'est une identité d'établissement, et tout ça, ça va sans doute venir petit à petit, vraisemblablement, mais c'est tout ça qu'il faudrait abandonner pour arriver à un vrai dialogue social de territoire. Mais il y a tout de même un outil, la conférence du dialogue social. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cet outil ? On a un outil, mais il faudrait qu'on ait des gens pour y participer, d'abord, parce que toutes les organisations syndicales n'ont pas fait le choix de participer à la conférence territoriale de dialogue social, c'est un premier point. Pour ma part, je le regrette, parce que je trouve que ne pas s'asseoir à la table pour discuter des sujets, ça n'est pas une manière de discuter des projets, mais on respecte la position qui a été prise, d'ailleurs plus souvent nationalement que localement par les organisations syndicales. Et puis vraisemblablement, au-delà de ce qui n'est pas une instance juridiquement, qui est la conférence territoriale de dialogue social, il y a de quoi on parle. Oui. Et aujourd'hui, on parle de dialogue social autour de projets, et tout dépend du projet que nous portons au sein des GHT. C'est d'ailleurs ce que dit le texte. La conférence territoriale de dialogue social, elle est informée de ce qui se met en commun au sein des GHT. Justement, on va y revenir de cette mise en commun. Et donc, c'est clairement le niveau de concertation et de négociation dans cette instance et en dehors dépend du niveau d'intégration et des projets qu'on mène au sein des GHT. Justement, Sophie Léonfort, votre point de vue sur la conférence du dialogue social dans votre GHT. Moi, mon sentiment et notre sentiment, c'est qu'on peut en faire un lieu de dialogue social tout à fait intéressant. Encore une fois, moi, je ne vis pas tout à fait la même réalité que Guillaume. On est un petit GHT au nord de Lyon, porté par l'établissement support de Villefranche-sur-Saône. On est 8 établissements, dont 4 sont en direction commune depuis maintenant presque 5 ans, et au total 4000 salariés donc sur le GHT.
Donc nous, on a souhaité en faire quelque chose d'intéressant. Quand je dis nous, c'est à la fois la direction, mais aussi les représentants du personnel. Très tôt, en fait, on a voulu, plutôt que d'avoir une instance de plus, en faire un lieu d'échange, de concertation. Alors c'est vrai qu'on négocie pas au sein de notre conférence de dialogue social, mais par contre... Vous concertez. On concerte et on s'est même concerté sur le règlement intérieur de notre conférence. On va en reparler justement sur la façon pour de justement travailler. en faire quelque chose d'intéressant. Et alors donc les OS chez vous sont venus, sont là, répondent à l'appel et participent. Alors effectivement on a CFDT, CGT, SMPS et elles étaient même très demandeuses à partir du moment où on a eu les textes sur la conférence de dialogue social, elles étaient très pressées de se réunir. Donc oui, elles ont siégé très vite, parfois même contre les consignes de leur confédération. Yann Dubois, votre expérience à vous, je rappelle donc que vous êtes directeur de l'établissement public de santé mentale de Quimper. Oui, et qui n'est pas un établissement support. Et non. Ce qui veut dire que la vision que j'ai, moi, de la conférence territoriale, elle est sans doute un peu différente de celle de mes collègues. Moi, concrètement, ce que j'entends de la part de nos partenaires sociaux locaux, c'est-à-dire de l'EPSM, c'est que les instances représentatives se multiplient plus vite que les crédits à l'hôpital. Concrètement, la conférence sociale de territoire, elle n'est pas investie pour l'instant. C'est une coquille vide, comme on disait, on négocie pas, on discute, on concerte. Alors on y va parce qu'on est des élèves sérieux et modèles, mais globalement, c'est pas là que se passe vraiment la vraie discussion avec les partenaires sociaux. Après, moi je dirais que quand on appose les questions du dialogue social et du GHT, je pense qu'il faut être vigilant sur un double déséquilibre qui, de mon point de vue, est un peu en train de se créer. Le premier déséquilibre, c'est sur la différence de perception qu'il peut y avoir entre un établissement support et les établissements associés. C'est-à-dire qu'on retrouve sur le dialogue social des comportements à peu près similaires ou des réactions à peu près similaires à celles qu'on peut retrouver sur le portage des projets. C'est-à-dire que les établissements associés peuvent à des moments se sentir un petit peu relégués, un petit peu périphériques, un peu facultatifs. Et donc, chez moi en tout cas, les partenaires sociaux, par rapport à la logique du dialogue social sur le GHT, c'est une logique qu'ils n'ont pas investie. C'est-à-dire qu'ils sont avant tout concentrés, et je ne peux pas leur donner tort, sur la défense des moyens de leur établissement. Et par rapport au dialogue social, on le sent déjà un peu au niveau des équipes de direction, quand on est un établissement associé et non support, largement au niveau du corps médical et très fortement au niveau des partenaires sociaux. Et ensuite, sur le deuxième déséquilibre potentiel, c'est sur la question du rythme et du tempo. C'est-à-dire qu'en fait, les complémentarités territoriales, elles vont beaucoup plus vite que le dialogue social territorial. Moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau des équipes de direction, même si j'ai dit qu'on peut ne pas avoir le même point de vue selon qu'on est support ou associé, on se voit tout le temps. Et vous avez des choses à partager. Il n'y a pas une semaine qui se passe où on ne discute pas complémentarité, filière, mutualisation de moyens, etc. Et alors, tout à l'heure, ça n'a pas été évoqué par nos collègues syndicaux, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait la même proximité de dialogue au niveau des syndicats. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment qu'ils voient leurs collègues de l'établissement support très régulièrement, qu'ils en parlent, qu'ils partagent même leurs informations. Et j'ai vraiment, moi, l'impression qu'on est sur une dissonance là en termes de rythme qui fait que nous, les directions, on est assez souvent perçus comme pro-GHT et par réflexe, les partenaires sociaux ont plutôt tendance à se recroqueviller justement sur les problématiques propres à l'établissement associé. On va s'intéresser à présent aux médecins, au personnel médical. C'est un peu différent. Il y a eu des annonces qui ont été faites la semaine dernière par le président de la République. C'est quoi la position des médecins, des praticiens hospitaliers vis-à-vis du GHT ? Alors c'est une position qui dépend énormément, et ça j'insiste avec vous tous, sur la manière dont on vit les GHT et de là où ils viennent. Quelles sont leurs tailles, quelles sont leurs compositions, est-ce qu'ils émergent d'un CHT ou est-ce que c'est une construction de novo, et que la perception va en être extrêmement différente. Elle va en être différente aussi si le praticien a déjà une culture de territoire, c'est-à-dire qu'il participe déjà
à des consultations avancées et ainsi de suite, et que cette culture de territoire est pour nous un nouveau paradigme. On est obligé de sortir et de porter notre vision au-delà des murs de l'hôpital, et ça influence beaucoup les choses, ce d'autant que c'est probablement le personnel médical qui a été le plus impliqué et le premier impliqué dans la politique territoriale. C'est-à-dire que autant il y a d'autres personnels de l'hôpital qui vont être peu à peu impliqués, probablement, mais que les médecins ont été en première ligne, envoyés à gauche et à droite pour faire des consultations avancées, des opérations et ainsi de suite. Et que donc ils en gardent un souvenir, enfin un sentiment un peu mitigé. Ceux qui y participent très souvent sont très heureux de cette activité multisite. Ils y trouvent beaucoup d'avantages. Ils sont souvent très bien accueillis dans les établissements où ils vont. Ils ont une possibilité d'exercer sur des panels de population plus larges. Donc ils ont une vision assez positive. Par contre, ils ont une crainte qui est importante, qui est celle de devenir le PH sac à dos. C'est-à-dire qu'en effet, on a des PH et puis qu'on envoie tantôt à gauche, tantôt à droite, et que cette crainte est réelle. Et que donc, ils ont, à l'égard du GHT, ce regard un petit peu mitigé. Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant sur le dialogue social au sein du GHT et d'une manière plus générale, c'est vrai qu'il ne dépend pas que des instances, et ça on le partage tous, il se vit ailleurs que dans les instances. Ça a à la fois une richesse, mais c'est aussi un danger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le dialogue social, il a aussi trait à un certain nombre de choses très concrètes, qui sont les conditions de travail, le statut et ainsi de suite, et qu'il ne doit pas venir polluer des choses plus stratégiques. Je pense par exemple au projet médical et soignant d'un territoire, qui bien sûr doit tenir compte d'un projet social, bien sûr, mais doit aussi et avant tout tenir compte du besoin du malade, du besoin du territoire et de l'objectif commun. Donc oui, c'est une richesse, mais il faut aussi la manier avec ses limites. Et votre réaction de l'annonce donc, du président de la République de vous mettre au cœur de la gouvernance? 2 annonces, création des communautés professionnelles de territoire et des commissions médicales d'établissement aux compétences élargies. Comment on réagit côté médecin? Alors, ces 2 annonces qui n'ont, pas grand-chose à voir. Il y a réellement une volonté de la part du président, parce qu'il a annoncé de renforcer la présence des médecins dans le management stratégique des établissements, en renforçant les CME, enfin, toute une kyrielle de mesures qu'il a annoncées, qui bien sûr pour nous sont extrêmement importantes, parce que nous portons depuis des années cette idée qu'on ne peut envisager l'avenir stratégique d'un établissement ou d'un GHT que si le directeur, le décisionnaire finalement, est éclairé d'une manière la plus efficace possible et la plus juste possible sur les conséquences médicales de ses choix. Et que donc le binôme médecin-directeur que nous expérimentons tous les jours est extrêmement important à nos yeux. Donc ce renforcement de la CME est pour nous extrêmement important. Il est aussi important parce que la représentation syndicale médicale est un peu particulière. Elle est nationalement très organisée, mais localement très peu présente, à contrario des organisations syndicales de personnel, et que donc souvent, par défaut, la CME devient un lieu de dialogue social à travers les sous-commissions QVT, à travers un certain nombre de mécanismes que l'on développe entre pairs, et que ceci modifie un peu la perception du rôle de la CME, même si ce n'est pas son fondement premier. Alors, les autres, votre réaction justement avec ce rôle accru est un peu parallèle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette relation avec... Déjà, sur la création d'une CME de GHT. De territoire. Enfin, moi, ça ne me fait pas plaisir en tant que chef d'établissement d'un établissement associé, parce que quand vous avez pu les affaires médicales à gérer, si je puis dire, parce que parallèlement à cette CME, il est question quand même de transférer la gestion des ressources humaines au sens large à l'établissement support. Donc ça pose quand même un vrai problème de positionnement, mais ça, à la rigueur, c'est une autre histoire. Mais sur la création de cette CME de territoire, c'est tout à fait logique. Enfin, c'est l'esprit même des GHT. C'est-à-dire qu'au début, lorsque les GHT ont été créés, on a pris beaucoup de précautions oratoires pour ne pas trop choquer les élus locaux et les partenaires sociaux. Mais l'esprit des GHT tel qu'il a été conçu initialement, ce sont des GHT qui sont très intégratifs. C'est la logique. C'est très intégratif. La logique de départ. Sophie Donc Léon. au bout d'un moment, on recentralise une partie des pouvoirs sur l'établissement support, et donc qu'on recentralise la gestion du personnel médical. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, parce que je pense qu'il y a d'autres effets induits plutôt pervers, mais
Moi, je le comprends et c'est tout à fait logique. Il y a un ministre qui a démissionné il n'y a pas très longtemps, qui disait la pénurie, ça se subit, la rareté, ça se pilote. En fait, en voulant recentraliser les affaires médicales et la gestion des médecins qui sont une ressource rare sur l'établissement support, c'est tout simplement pour moins subir, en tout cas, la pénurie médicale, reformater des filières de soins et aussi supprimer des petits plateaux médico-techniques. C'est quand même ça l'esprit des GHT. Sophie Léonforte. Oui, juste pour compléter, parce que j'ai failli réagir et te couper. Rapprochez bien votre micro qu'on vous entende. Quand tu semblais t'offusquer un peu de la territorialisation de la gestion des affaires médicales, effectivement, il y a la gestion de la rareté. Après, c'est aussi rendre les carrières hospitalières plus attractives que de proposer des parcours professionnels à des jeunes médecins sur plusieurs établissements, sur des populations de patients différentes et quelque part redorer aussi un peu quand c'est bien construit à l'échelle d'un territoire et que le GHT n'est pas tout puissant, un monstre. Oui, c'est ça, tout puissant par rapport aux établissements. Oui, enfin, la création des directions des affaires médicales communes, aujourd'hui, c'est quelque chose devenu un peu banal. Et c'est indispensable pour que l'hôpital public se défende en termes d'attractivité par rapport à des groupes privés. Je vous en prie, Jean-Marie. Pour compléter, la création de cette CME de groupement, elle est extrêmement importante à nos yeux pour maintenir cet équilibre médico-administratif, on va dire. Actuellement, les collèges médicaux de GHT, c'est des machins qui n'ont aucune prérogative et sur lesquels on peut faire des choses bien, mais sur lesquels on peut aussi faire des choses totalement vides. Et que donc de remettre une structuration de la coordination médicale est à nos yeux extrêmement important pour que justement, au sein du GHT, compte tenu de l'importance qu'il prend, on retrouve cette même complémentarité entre direction et communauté médicale. Guillaume Duchafou, une dernière intervention sur ce point, puis après on va avancer. On peut être que d'accord avec ce que vous dites, mais le sujet est-il vraiment le sujet du nom de l'instance ou du lieu où se passe ce dialogue ? Que ce soit un collège médical, une commission médicale qui est plus formelle et formalisée par les textes, le sujet n'est pas tellement le lieu où on en parle, le sujet c'est de quel projet on parle et de qu'est-ce qu'on veut construire. Et sur le plan médical, évidemment, il y a tous les sujets que vous avez évoqués sur les directions des affaires médicales de territoire et sur le sujet de l'instance qui est le CONCERT et qui porte cela. Mais la vraie question, c'est quel parcours on organise vraiment pour les patients et comment les équipes médicales arrivent à travailler ensemble. Aujourd'hui, moi je viens d'un endroit où ces équipes médicales, avec certains établissements du territoire, ne se parlent pas. Et donc, est-ce que finalement le sujet c'est celui de l'instance ou celui du projet, de qu'est-ce qu'on veut faire, alors piloter peut-être la rareté, comme tu le dis, mais je crois qu'il ne faut pas croire que d'avoir une CME qui en a le titre officiel va changer cela si on n'a pas la volonté concrètement sur le territoire de faire travailler ensemble des gens dans un projet commun. Mais je pense qu'on peut être que d'accord à la fois sur... Vous êtes tous d'accord, à mon avis. Mais bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord sur l'objectif final. Alors, on va avancer, justement. Quels sont... on va d'abord parler personnel non médical et puis ensuite on parlera des médecins. Quels sont, selon vous, les sujets pertinents sur lesquels on peut avoir du dialogue social ? Alors, pas forcément de la négociation, vous le disiez, plutôt de la concertation ou même de l'information. Au niveau du GHT, quels sont, Sophie Léonforte, les thèmes pertinents sur lesquels vous, au quotidien, dans votre GHT, vous discutez ? Alors peut-être avant de parler des thèmes précis qu'on aborde, même si la volonté de la directrice générale de l'établissement support dans notre GHT était de faire de la conférence de dialogue social et du collège médical un outil de pédagogie autour des GHT. Donc on s'en est saisi très vite pour justement pour faire le lien avec ce que Guillaume disait tout à l'heure, que les gens se connaissent, qu'ils apprennent à travailler ensemble. Du coup, le collège médical, il se réunit une fois tous les 15 jours. Il est présidé par la vice-présidente de CME de l'établissement support et il se voit une fois tous les 15 jours sur un plan de travail qui est défini semestriellement, par parcours, par filière. Il y a des comptes rendus, il y a des synthèses, il y a même un directeur qui est chargé
de co-animer cette instance. Et au final, pour nous, la CME de territoire, ça ne va pas changer grand-chose. On a un collège médical qui fonctionne très bien. Il va changer de nom, c'est très bien, mais voilà. Sur la conférence de dialogue social, de la même façon, quand on a écrit les règles de fonctionnement, on a écrit un règlement intérieur. Mettez bien votre micro face à vous, qu'on vous entende. Désolée de vous interrompre, mais c'est important qu'on vous entende. Quand on a écrit le règlement de fonctionnement de notre conférence de dialogue social, on a défini très clairement la composition. Elle serait présidée par le directeur général de l'établissement support, alors même qu'il ne présidait pas ni le CTE ni le CHSCT de son propre établissement. Donc là, vous avez mis en place une organisation. Tout à fait. Et du coup, avec des rôles. Oui. Ouais. Faire en sorte que ce soit l'EDG qui préside alors qu'il ne préside pas son propre CTE et son propre CHSCT, c'est un signal fort. Du coup, tous les directeurs des établissements partis siègent à cette conférence de dialogue social. L'ordre du jour y est ouvert, il est co-construit avec les organisations syndicales. On leur demande les points qu'ils souhaitent voir inscrits à l'ordre du jour un mois avant la date de l'instance. 15 jours avant, comme au CTE, on envoie un ordre du jour, des documents préparatoires. Ils ont la possibilité d'émettre des vœux, ce qui n'était pas prévu dans le texte réglementaire au départ. Et on les sollicite pour avis sur le plan de formation continue du GHT, qui est relativement conséquent sur notre territoire. On leur présente un bilan social consolidé des établissements partis au GHT. Donc là aussi, ça n'est possible que parce qu'on a un système d'information RH identique sur tous les établissements. Et donc, ils ont la possibilité de s'exprimer relativement formellement aussi. Donc, on ne concerte pas vraiment, mais ils ont la possibilité de faire remonter des choses. Et ils ne s'en sont pas privés le semestre dernier, puisqu'ils nous ont imposé dans l'agenda social de cette conférence de dialogue social une grande enquête prévention des risques psychosociaux. Et du coup, on travaille dessus actuellement avec eux. Guillaume Duchaffault, comment ça se passe dans votre GHT ? Vous sembliez nous dire que ce n'était pas aussi fluide. Alors, ça dépend des thématiques. Pour le coup, le sujet de la formation, il est réglementaire. Il est commun. Il est commun, tous, et donc on a commencé à y travailler, évidemment, formation initiale comme formation continue, avec toutes les difficultés, des marchés de formation, de la mise en commun des achats, enfin tout ce que les uns et les autres on connaît bien sur nos territoires. Après, il y a quand même plusieurs sujets sur lesquels, on parlait tout à l'heure de demandes et de besoins. Le sujet de la santé au travail est venu très vite dans les discussions que nous avons au sein du territoire. Moins d'ailleurs dans la conférence territoriale de dialogue social que dans les échanges entre directions et notamment direction des ressources humaines, parce que là aussi on pilote la rareté, mais aussi on peut mettre en mettant en commun, on peut acquérir des compétences dont on a besoin et que des établissements ne peuvent pas se payer seuls. Et notamment en matière de RH. Des ergonomes, des psychologues, c'est des compétences que nous dans les CHU on a en propre, mais que d'autres établissements n'ont pas toujours, et c'est une bonne chose qu'elles puissent par la mise en commun se développer. Et puis, il y a quand même le sujet de l'accompagnement, de la transformation. Quand on parle de parcours de soins, de filières, il y a aussi l'accompagnement de ces transformations-là. Et chacun, aujourd'hui, gère son propre sujet d'accompagnement professionnel, d'accompagnement social, d'accompagnement de la mobilité. Moi, je crois beaucoup au fait, par exemple, que le GHT puisse être un moyen, parce qu'il y aura des recompositions territoriales, qu'on le veuille ou non, et les annonces du président de la République vont quand même dans ce sens. Il faut qu'il y ait une politique d'accompagnement professionnel et sociale qui soit formalisée, avec des gens qui en soient chargés et dédiés à ça, du temps qui y soit consacré, parce que le GHT peut être finalement un bon moyen pour le faire. Et puis il y a l'harmonisation des politiques RH, globalement des pratiques de ressources humaines, que ça soit les primes, les indemnités, la politique d'évaluation. Là, on est plus dans le champ un peu régalien de chaque établissement, mais dans une étape 2, vraisemblablement, mettre en commun des expertises qu'on peut avoir sur ces sujets-là, ça aidera les établissements. Par contre, il faut qu'il y ait une volonté de le faire, non pas d'abandonner des prérogatives, mais de les gérer en commun, parce que là aussi, on peut du coup avoir des compétences et des approches qui permettent aussi d'être attractifs sur le territoire. Et quand on parle de marque employeur, d'attractivité des carrières hospitalières sur le territoire, gérer ces sujets-là en commun, ça permet aussi d'afficher que le service public hospitalier, il est attractif dans les carrières hospitalières. Il y a du bois dans ce partage au niveau du GHT. Oui, il y a effectivement des politiques RH très intéressantes qu'on peut développer au niveau du territoire. Moi, il y avait
3 thématiques essentielles qui me paraissaient ressortir et qui ont été abordées par les collègues. Et là, je parle que du personnel non médical. C'est ça, Parce que on y j'ai vient un après. Moi, j'ai un certain tropisme puisque c'est un établissement public de santé mentale. Donc les psychiatres de mon établissement, pour eux, les parcours professionnels au niveau du territoire, ils les estiment assez limités et à juste titre, même s'il y a des choses quand même qui restent à construire. Mais pour ce qui concerne le PNM, on a 3 thématiques qui ressortent essentiellement. C'est la thématique de la formation que Guillaume a évoquée, donc j'y reviens pas. C'est aussi la thématique de la mobilité et des parcours professionnels. C'est-à-dire que moi je pense que sur les mobilités, les changements d'affectation, la politique même des concours, etc., on est bien loin d'avoir réalisé ce qu'on peut faire dans les années à venir. Donc là, il y a un champ qui s'ouvre à nous. Et l'échelon GHT est propice. Et le champ GHT y est propice. Alors juridiquement, c'est pas toujours facile, mais enfin, si on se met autour d'une table avec les collègues et les syndicats, on devrait trouver des solutions. Et puis le 3e point, c'est toutes les fonctions mutualisées. Ça va de l'équipe de transport d'un territoire à d'autres éléments. La blanchisserie, c'est fait depuis de nombreuses années, mais toutes ces fonctions qui viennent, pour le coup, impacter directement les conditions de travail de nos salariés et pour lesquelles on va faire du vrai dialogue social. Alors ça, c'est pour l'aspect enthousiasmant de la politique sociale du GHT. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Guillaume à la fin sur la partie régalienne, c'est-à-dire l'harmonisation sociale. Alors moi, j'ai connu une époque au début des années 2000 où quand on faisait des fusions, on appliquait ce qu'on appelait la règle du mieux-disant social. C'était quoi la règle du mieux-disant social ? C'est que quand vous aviez 2 établissements qui avaient par exemple des jours de congés supplémentaires, on cumulait les 2. Moi j'étais un établissement où il y avait 16 jours fériés, je me souviens. Voilà, parce qu'il y avait des fêtes locales dans les 2 établissements. Et vous étiez les Bretons aussi, c'est pour ça. Non, c'était même pas en Bretagne pour le coup. C'était un peu plus au nord. On prenait la meilleure règle pour l'avancement en termes de carrière, etc. Donc, quelque part, la fusion, on était capable de la vendre. On se créait des marges de manœuvre. On avait des biscuits. Elle était positive. Pour reprendre des termes qu'on a utilisés ce matin. Voilà. Aujourd'hui, le contexte, il est radicalement différent. Et quand on est dans un GHT, c'est beaucoup plus facile de comparer les règles qui sont applicables. Les avancements de carrière, les promotions, les règles en matière de temps de travail. Et le vrai risque qu'on a. Alors, moi, j'appelle ça un risque. Je ne dis pas que ce n'est pas un gain économique, mais on est là pour parler du dialogue social et du GHT. Le vrai risque, c'est qu'en fait, on bascule en 15 ans d'une logique du mieux-disant social à une logique de moins-disant social. Parce que les établissements, on est très nombreux à être dans des situations financières compliquées. Tendu. Il est clair qu'on ne va pas appliquer la règle la plus favorable. Et de ce fait, c'est très dur d'aller voir les partenaires sociaux pour leur dire « Regardez, on va faire un GHT, il y a plein de choses à gagner. » Alors oui, sur les parcours professionnels, etc. Mais sur l'aspect régalien, là, le biscuit, non seulement il est déjà mangé, mais je ne sais pas ce qu'on va faire demain avec nos partenaires sociaux quand on va leur dire on va toujours appliquer la règle du moins-disant social, et c'est ça qu'on va négocier. Et de ce point de vue-là, le GHT peut paraître, pour nos partenaires sociaux, et à juste titre, totalement allergisant. Un danger. Sophie Léonfort, rapidement, parce qu'après je vais donner la parole à Jean-Marie Vol, et il faut qu'on... On peut aussi vraiment faire vendre un aspect tout à fait positif à des établissements qui ne sont pas établissements support. Les petits établissements organisent globalement un concours tous les 3 ans. C'est tellement compliqué d'organiser des concours. Donc les promotions sont extrêmement rares. Les études promotionnelles dans les EHPAD notamment qui sont dans nos GHT sont là aussi extrêmement rares. En ayant des politiques communes à l'échelle de territoire, on peut là aussi proposer des opportunités qui sont tout à fait vendables auprès des partenaires sociaux. Et alors moi, je dois vivre dans le monde de oui. Alors en tout cas, non. Mais vous disiez c'est un risque, oui, c'est pas encore la réalité. Voilà. Moi, les établissements sont tous globalement à l'équilibre au sein du GHT.
Ils sont tous convaincus de l'intérêt de travailler ensemble. On s'est réparti les activités. Les médecins ont, pour la plupart, pour au moins 50% d'entre eux, un exercice partagé. Donc voilà, nous, on a l'impression d'avoir des choses positives à vendre dans nos conférences de dialogue social et dans notre collège médical. Et j'essaye de réenchanter un peu le GHT. Mais ça fait du bien de l'entendre, en effet. Jean-Marie Vol, on va terminer avec vous. Qu'est-ce qu'on partage au sein du GHT entre médecins ? On partage avant tout un projet médical et soignant partagé. C'est vraiment ça, la pierre angulaire de la vie du GHT. Et au-delà des instances, très clairement, c'est ça notre objectif, c'est d'imaginer comment demain on peut garder les gens en santé sur un territoire. Et là, on parle au niveau d'un GHT, mais très clairement, demain, ce sera au niveau du territoire avec les CPTS qui étaient énoncés dans la loi de 2016 et qui ont été rappelés par le président de la République. Mais très clairement, c'est cela. Et dans le GHT, par rapport aux thématiques partagées, il y en a deux qui nous sont extrêmement importantes. C'est la formation, parce qu'elles doivent nous permettre d'arriver à une formation qui dépasse nos frontières professionnelles, c'est-à-dire entre médecins, soignants, médico-techniques, mais aussi la politique qualité-gestion des risques et au-delà de ça, vraiment le partage des pratiques, c'est-à-dire réellement s'enrichir des pratiques des autres à travers un réel dialogue au sein du projet médical et soignant partagé. Merci.